Madame, Monsieur, bonsoir. 19e sommet du mouvement des pays non alignés. Au menu de questions d'actu ce soir. Clap de fin samedi à Kampala en Ouganda pour ce sommet tenu autour de la thématique d'une coopération approfondie pour une richesse mondiale partagée. Et surtout avec à la clé une déclaration finale qui consolide, adhère et soutient la position du Maroc sur la question du Sahara. Les 28 chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés se sont en effet félicités du processus politique onusien concernant les différends régionaux autour du Sahara marocain, qualifiant les initiatives portées par le Maroc, notamment à l'ONU, d'avant-gardistes. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représentait Sa Majesté le roi Mohamed VI à ce 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés, ainsi qu'au 3e sommet du G77 plus la Chine à Kampala toujours. Le Maroc étant, rappelons-le, membre fondateur de ces deux groupements. Et d'ailleurs, le Royaume a toujours considéré ce genre de forum comme des axes centraux pour une véritable action collective, notamment pour édifier un monde où règnent les valeurs de la démocratie, où prévalent sécurité, justice, solidarité et surtout, en ces temps incertains, la paix. Donc ce soir, en plus d'analyser les différents outputs de ces deux forums, nous ferons aussi le point sur l'importance de ce modèle des mouvements des pays non alignés, né il y a 63 ans, soit en pleine guerre froide et accompagnant les mouvements de décolonisation. Alors comment rendre ce mouvement plus visible, plus lisible même au sein des organisations internationales? Nous avons la chance avec nous d'avoir 3 experts, donc des perspectives différentes pour voir comment pourrait évoluer ce mouvement des pays non alignés compte tenu de la conjoncture actuelle, mais aussi dans les perspectives futures, proches, mais aussi à moyen et long terme. Donc, sans plus attendre, je vais présenter mes experts, mes invités ce soir. Tout d'abord, le professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Aboudahab. Bonsoir, professeur Aboudahab. Bonsoir, Madame Khadija, merci. Beaucoup de pédagogie, on attend de Bien vous sûr, ce évidemment, soir, et puis de comprendre vraiment comment cela marche. Également avec nous, le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales, l'Université Mundiapolis, Ali El-Hrichi. Bonsoir, professeur El-Hrichi. Marhaba. Un plaisir d'être avec vous. Marhaba, tout le plaisir est pour nous et c'est un plaisir encore une fois renouvelé que de l'accueillir depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi. Donc, bonsoir professeur Yatioui et merci de vous joindre à nous et de répondre à nos questions. Bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation. Toujours un plaisir. Marhaba, toujours un plaisir aussi ici que de vous accueillir sur ce plateau de questions d'actu. Le mouvement des non-alignés, avant qu'on parle de cette participation marocaine, mais aussi de toutes les louanges que le Maroc a pu avoir par ses 28 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents à Kampala. Professeur Aboudahab, je commencerai par vous naturellement. Qu'est-ce que c'est? Comment ce mouvement est-il né? J'ai brièvement expliqué un peu, mais on voudrait peut-être les dates phares de ce mouvement des non-alignés. Le mouvement des non-alignés a été d'abord impulsé à la suite de l'action de certains leaders. Les années 50, c'était plus précisément en 1955. À Bandung, c'était en Indonésie, il y avait un certain Suharto, il y avait notamment Nasser, il y avait Nehru, leader indien. Et à l'époque, en fait, la bipolarité battait son plein. Il y avait une certaine dichotomie du monde, le camp occidental, le camp de l'Est, et pratiquement il y avait une sorte d'antagonisme. Et comme les années 50 ont été marquées par du saut des indépendances, généralement, surtout concernant les pays asiatiques et les pays africains, quand on sait que l'Amérique latine déjà a été pratiquement indépendante le 19e siècle, donc bien avant ces pays-là. Et à un moment donné, de par même le charisme de ces leaders, l'idée c'était de choisir une voie médiane. Nous ne sommes ni à la remorque, comme on dit, du camp occidental, ni à la remorque de l'ancienne Union soviétique, mais nous voudrions créer une sorte de voie médiane, d'où d'ailleurs l'émergence du concept même de tiers-monde, même si ce n'est pas une appellation juridique, ça a été par Alfred Sauvy, un démographe, qui avait considéré que les pays en développement ressemblaient un peu au tiers-État
dont traitait Sieyès quand il s'est posé la question qu'est-ce qu'un tiers-État. Et en 1961, véritablement, c'était la date de naissance institutionnelle de ce mouvement. C'était à Prague, en ex-Yougoslavie, et le maréchal Tito y a joué un rôle. C'est important de le souligner, Nasser et les autres, mais... Tito, yougoslave. Exactement, tout à fait, le maréchal Tito. Feu le roi Mohamed V. Et d'ailleurs, ça coïncidait avec la constitution du groupe de Casablanca qui, préalablement, avait constitué le prélude à la naissance de l'organisation de l'unité africaine. Il faut donc dire qu'il y avait un contexte aussi idéologique extrêmement important. Le tiers-monde voulait avoir une voix, avec un X bien entendu, pour d'abord agir numériquement au sein des instances internationales, notamment l'Assemblée générale de l'ONU, qui est un organe principal. Et quelques années plus tard, en 1964, Madame Khadija, il y a eu naissance, ce que nous appelons la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dit de façon courte le G77. Alors pour les chers téléspectateurs, pourquoi 77 ? Parce qu'à l'époque, il y avait 77 pays dits du tiers-monde, c'est-à-dire en voie de développement, avec les pays les moins avancés. On a gardé numériquement le nom, même si aujourd'hui, ça dépasse les 130. Pourquoi plus 134, la Chine ? Oui. Parce que les gens se posent la question, mais pourquoi G77 ? Parce que la Chine n'avait pas sa place à l'ONU à l'époque. Exact. Il fallait attendre 71. C'était le Taipei chinois qui l'avait. Et en 1994, il y a eu une sorte d'accord conclu entre la Chine et le G77 pour qu'au final, la Chine puisse rejoindre cette constellation. L'intérêt, il est pluriel. L'essentiel aujourd'hui, c'est vrai, on n'est plus dans la bipolarité, on est plus dans la multipolarité. L'intérêt était pluriel, mais l'intérêt est-il le même aujourd'hui ? L'enjeu n'est pas le même. 63 ans plus tard. L'enjeu n'est pas le même, mais je crois que les fondateurs et ceux qui sont venus par la suite ont dit, tiens, on garde quand même la dynamique, il y a un format, il y a un cadre d'action, c'est un levier, et qui déborde aujourd'hui des questions traditionnelles des pays en voie de développement, À l'époque, on parlait de l'échange inégal, on parlait du transfert de technologies, maintenant on parle du désarmement. La gouvernance mondiale, la réforme de l'architecture financière internationale, la lutte contre le terrorisme. Il est là, l'essentiel. Nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. On peut mobiliser, mais ça reste, comme le disent les juristes, du droit déclaratoire, incantatoire. Ce sont plus des recommandations. C'est une action politique, à mon sens, qui pourrait se transformer en engagement concret, mais il faudrait, à ce moment-là, faire appuyer ce processus ou articuler à d'autres niveaux, notamment, quand on parle du Maroc, l'Union africaine, il me semble, on pourra y revenir dans le débat. Certainement, l'Union africaine, mais aussi les BRICS. Ali El-Harechi, qu'est-ce qui a changé cette date ? Qu'est-ce qui a changé cette date de la création des BRICS dans l'évolution du mouvement des non-alignés ? En fait, les BRICS, en sachant qu'il y a des pays qui faisaient partie de ce mouvement-là et qui ont constitué ces BRICS. Oui, les BRICS, en fait, l'Inde, entre autres. L'Inde, le Brésil. En fait, les BRICS, c'est une association d'États, mais qui n'a pas une forme, si vous voulez, juridique ou de portée juridique. Aujourd'hui, il est en train de se constituer. D'ailleurs, le BRICS, c'est un terme qui a été donné par un économiste, un professeur anglo-saxon britannique. Donc, pour les BRICS, avant l'adhésion de l'Afrique du Sud, c'était les BRICS, puis sont devenus les BRICS. Et ça, en fait, il est de portée économique, les BRICS. C'est-à-dire, il est de portée économique, et même à l'intérieur du BRICS. Mais le MNA aussi, le mouvement des non-alignés aussi. Il y a quand même... Il y a de la géopolitique, on est à l'aube des indépendances, et surtout les indépendances asiatiques, mais aussi, même si le Maroc était encore sous protectorat, il a participé par Feu Hassan II, qu'on appelait Moulay El-Hassan. Il avait une très belle déclaration en ce moment-là, où je reviendrai sur ce que vous disiez. Effectivement, il dit, par rapport à l'Est ou à l'Ouest, ce n'est pas notre héritage. C'est le même discours qui va être reproduit en 1960 au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, le Maroc a été présent. Maintenant, les BRICS, c'est une association qui regroupe certains États qui ont, je dirais, des intérêts peut-être économiques, mais qui sont divergents, qui peuvent converger par rapport, en fait, ils ont dit on va créer cela par rapport à la Banque mondiale. Ils ont créé une banque dernièrement, enfin, du BRICS pour essayer de... Ce sont des pays émergents, mais la portée des non-alignés... C'est une redéfinition aussi, je me permets de vous interrompre, c'est El-Harechi. Est-ce que c'est pas une redéfinition aussi de ces pays qu'on considérait comme en voie de développement,
il y a 20, 30, 40 ans et qui sont aujourd'hui des pays émergents. D'où le volet important, comme le volet économique. Il s'agissait de 5 pays. Maintenant, il y a 5 pays qui se sont ajoutés. Depuis 2024, depuis le 1er janvier 2024. Oui. Mais pour les mouvements de non-alignés, on parle de presque tous les pays du tiers-monde, qu'ils soient émergents ou qu'ils soient encore en voie de développement. Est-ce qu'on dit encore tiers-monde en 2024, Ali El-Harichi? Oui, on dit tiers-monde peut-être dans la littérature. Mais déjà, le tiers-monde, ce n'est pas un terme juridique. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec mon collègue Zakaria, ce n'est pas un terme juridique, c'est une appellation qui a été donnée. On rappelle le tiers-État qui fait la loi, qui doit avoir la décision, c'est le tiers-État, comme disait Siès. Mais ces pays non alignés, ils avaient une portée géopolitique très importante pendant une certaine période. C'est ce que n'ont pas les BRICS aujourd'hui. Parce que, à mon sens, les intérêts ils sont dans un multilatéralisme, le BRICS. C'est-à-dire un pays comme, je dirais, l'Inde peut avoir des intérêts avec les États-Unis, il peut avoir des intérêts avec la Chine, il peut avoir des intérêts avec la Russie, et ça ne va pas. Ça veut dire s'il s'aligne avec la Russie ou avec la Chine ou avec les États-Unis, c'est un intérêt totalement économique et il y a une certaine indépendance des États dans leur agissement par rapport aux BRICS. Par rapport au mouvement non aligné, c'était dans l'ordre des indépendances et vraiment, je veux dire qu'il y avait une certaine rupture entre l'Est et l'Ouest. Et ces pays-là, ils ont dit nous ne sommes ni avec l'Est ni avec les pays de l'Occident, mais nous pouvons avoir des rapports. Ça veut dire, si on était non alignés, ça ne veut pas dire que nous avions des partenariats ou surtout des coopérations en ce moment-là, puisque ce n'était pas encore l'ère des partenariats, puisqu'on considérait la périphérie non pas encore mature pour être partenaire des puissances d'hier. Et c'est là où réside la différence entre le BRICS, qui sont des pays émergents et qui ont des intérêts. La Chine, elle a des intérêts avec tous les pays. Et on parle par exemple de la Chine, est-ce qu'elle fait partie des non-alignés? Oui. Est-ce qu'elle fait partie des BRICS? Oui. Mais qui est son premier partenaire économique dans le monde? C'est les États-Unis, avec 697 milliards de dollars d'échanges par an. C'est énorme, c'est presque un quart des échanges du commerce mondial. Donc, l'appartenance à un groupe de non-alignés ne veut pas dire qu'on n'aura pas, au BRICS, ça va se faire juste entre nous. Ce n'est pas comme l'Union européenne, ce n'est pas un marché commun, c'est une appartenance qui était beaucoup plus idéologique et une manière de montrer que nous ne dépendions ni de l'Est ni de l'Ouest, mais bien sûr, il y avait quand même des pays qui étaient plus avec l'Ouest ou avec l'Est, parce qu'il y avait l'interdépendance. On était interdépendants dans un moment, le centre et la périphérie, et c'est tout à fait normal, c'est le cours de l'histoire et de l'évolution de l'économie mondiale. Maintenant, les non-alignés, ils ont un rôle, à mon sens, qui reste géopolitique aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Puisqu'avec les guerres qui se passent aujourd'hui, avec les pandémies qui frappent le monde, la pandémie que nous avons eue en 2020 ou 2019, puisque ça a commencé en 2019 en Chine, tout cela fait que ces pays-là, ils ont certains intérêts à résoudre, peut-être ensemble, et il y avait à un certain moment une forme de mainmise sur les non-alignés par certains pays qui étaient beaucoup plus avec le bloc de l'Est. Il ne faut pas oublier que les années 70, ce sont les années où certains pays, que ce soit au niveau de l'Organisation d'unité africaine ou dans d'autres continents, qui étaient beaucoup plus avec le clan ou le bloc de l'Est, et qui avait une mainmise parce que, comme a dit Zakaria, c'est le nombre au niveau de la décision, au niveau de l'Assemblée générale. C'est un nombre, c'est-à-dire on pouvait sortir avec pas une résolution ou une décision, mais un accord pour une décision qui allait se passer au niveau de l'Assemblée générale. Donc ils ont pesé à un certain moment sur la prise de décision au niveau de l'Assemblée générale. Et sans citer le voisin de l'Est qui a joué, qui Pourquoi a profité. Sans le citer? Non, nous on ne fait pas comme les autres pour justifier. Mais faites donc, Ali El-Harichi, nous restons courtois et factuels. C'est le plus important. Si vous voyez, à un certain moment, il disait Alger, c'était la Mecque des non-alignés. Ils ont utilisé cela, ils ont utilisé leur présence à un certain moment
au niveau des non-alignés. Mais il voulait aussi se positionner comme une capitale des révolutionnaires, des indépendantistes. C'est ça l'image qu'on voulait vendre, en fait, finalement, de cette Algérie. Vendre cette image, mais ils ont influencé à un certain moment. Ils avaient la main sur je dirais pas sur tous les pays non alignés, mais sur ces pays du tiers-monde. Ils avaient de la rente, ils ont utilisé la rente pour cela. Quelle influence? Est-ce qu'on influence en finançant des séparatistes? C'est ça l'influence? Pas que... bien sûr, en finançant les séparatistes, on crée des problèmes, on s'ingère chez le voisin, et on est dans la théorie réaliste des relations internationales. Nous, on maximise la puissance et on diminue la puissance du voisin. Et c'est ce qu'a fait l'Algérie, mais il a financé aussi des régimes, il a financé à un certain moment, ils avaient les moyens de la rente qu'ils ont utilisée pendant les années 70 lors de ces dislocations. Mais je pense que le monde a bien changé, parce que quand on voit la réaction du Mali, justement par rapport à cette question d'ingérence algérienne dans les affaires internes du Mali, on comprend que bien des choses ont changé depuis les années 70. Voilà. Comprennent qui pourra, déjà, que nous ne sommes plus dans les années 70 et dans les Black Panthers et j'en passe. On est dans un basculement du monde où les choses sont remises sur les rails. Sur les rails je dirais, vous avez tout à l'heure parlé du Maroc, c'est-à-dire le Maroc, on a félicité le Maroc pour tout ce qu'il a fait par rapport au Sahara marocain, et il y a une adhésion à la prise de décision, c'est-à-dire de la position qui est politique, qui est pragmatique par rapport à ce différend qui a malheureusement été créé lors de cette période aussi des années 70. Donc il faut revenir à l'histoire et comprendre. Aujourd'hui, le Maroc était, même en parlant de la conférence de Casablanca, si vous permettez, le Maroc était à l'initiative de l'Organisation de l'Unité africaine. À la conférence de Casablanca, il y avait tous les représentants panafricanistes, Abdel Nasser, Sékou Touré, les autres. Et c'est là où il y a eu la déclaration dans la charte, c'est-à-dire, il y avait la GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et le soutien à l'Algérie. Donc, le Maroc a adhéré pour la paix et pour l'indépendance des pays. Mais oui. Malheureusement, comme nous avons un voisin qui a toujours eu donc un problème avec nous, il a utilisé le mouvement des non-alignés à un certain moment contre les intérêts du Maroc. Et vous avez parlé du Mali parce qu'il voulait avoir le leadership sur la sous-région, si vous voulez. On a l'impression qu'il veut avoir le leadership sur le Mali. C'est comme si sur toute l'Afrique à un certain moment. On clame qu'on est pour l'indépendance et pour l'indépendance des pays, alors qu'on veut être le régent ou le gérant. C'est ce qu'ils ont fait, et l'accord d'Alger. Bon, après, à chaque fois, vous savez, au niveau en Afrique ou dans les États, un État qui veut créer un problème à son voisin ou dominer la sous-région et être leader, il essaie de mettre des problèmes aux voisins. Et c'est la création de tous les groupes séparatistes ou le soutien des groupes séparatistes chez les pays voisins. Et d'ailleurs, on a vu au niveau c'est-à-dire du mouvement non aligné à Kampala, où les Maliens, ils ont dit nous l'accord de 2015, ça ne répond pas à il y a d'autres acteurs qui se sont ajoutés. L'accord d'Alger de 2015 qui, soi-disant, pouvait résoudre le conflit entre les séparatistes, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, et puis il y avait d'autres acteurs, il y a le terrorisme, il y a Daesh, il y a beaucoup de choses qui se sont implémentées dans cette région-là du Sahel, et cet accord-là ne les concerne pas. Mais pour eux, c'est eux qui détiennent les clés de la résolution des conflits, tout en ayant le contrôle, en voulant avoir le contrôle. Ça, c'était hier, c'était le passé. Aujourd'hui, le monde, il a tourné la page. Le mouvement des non-alignés, il a d'autres, peut-être, comme disait Zakaria, il n'y a pas de résolution. Mais il y a une vision qui est pragmatique. Il y a une vision, il y a quand même 120 membres dans ce mouvement de non-alignés. C'est quand même, bien. Ça pèse. Nous reprenons notre place où nous étions en 1955, où l'Algérie n'existait pas, était encore un département français en 1955. C'était la guerre d'Algérie qui commençait, où nous avons soutenu l'Algérie pendant 8 ans, avec les armes, avec les hommes, avec le soutien du chef de l'État, des Marocains.
Et malheureusement, nous avons perdu une partie de nos frontières parce que nous n'avons pas accepté, lorsque la France nous a proposé de gérer le Sahara, c'était après la création d'un office pour la gestion du Sahara, pour tracer les frontières qui ont été désarticulées depuis 1844. Parce que nous ont dit, nous ne pouvons pas trahir nos frères. Après l'indépendance, nous avions un accord avec le GPRA, ce gouvernement provisoire, qui n'a pas du tout été respecté. Et face à cela, nous avons ce que nous connaissons malheureusement, ce différend qui dure encore, mais que la communauté internationale a bien compris la leçon aujourd'hui. Et la communauté aussi des mouvements des non-alignés, d'où justement le soutien, exactement. Alors, avant de parler justement de cette réaction unanime vis-à-vis du plan d'autonomie proposé par le Maroc, professeur Mohamed Badil Yatioui, nous n'avons pas encore entendu peut-être ce que vous avez à dire sur ce qui a été discuté, et aussi je vais vous interpeller sur la constance de la position du Maroc depuis la création de ce mouvement de non-alignés, bien que les contextes sont différents, il y avait un monde bipolaire, nous sommes dans un monde multipolaire, mais on a des constantes qui sont restées. D'abord cela, et le rôle aujourd'hui du Maroc dans ce mouvement des non-alignés, dans un monde multipolaire. D'accord. Écoutez, merci pour ces deux questions. Alors, pour rebondir sur ce qu'ont dit mes chers confrères et avec lesquels j'ai plusieurs points d'accord, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que la grande différence, c'est qu'on a maintenant non plus des non-alignés, en tout cas pour ceux qui ont compris l'évolution du monde, mais des gens qui essaient d'être multi-alignés. C'est ça. Et ça, c'est une grande différence. Et le Maroc est l'un de ces pays-là. On a un pays comme l'Inde, par exemple, qui le fait très bien, un pays comme les Émirats arabes unis aussi, qui se placer sur différents chantiers, on va dire, pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et c'est ce que, en fait, de plus en plus de pays, l'Indonésie aussi, sont en train de mettre en place. Ils ont compris qu'il y avait un certain nombre de fractures entre le monde occidental et la Chine et la Russie, par exemple, et que, en fait, ces fractures géopolitiques ne devaient pas être pour ces pays-là qui sont en voie de développement ou en stade de développement assez avancé, des fractures géoéconomiques. Ils ont compris l'intérêt qu'il y avait à utiliser les mécanismes de la globalisation, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir et aussi des aspects négatifs, quand on s'ouvre trop vite ou pas assez, de manière assez peu structurée. Mais ils ont compris une chose, c'est que l'avenir du monde allait avoir des rapports de force qui allaient être géoéconomiques. Et les Occidentaux, finalement, dans leur, on va dire, conflit indirect avec les Russes ou les États-Unis dans leur confrontation avec la Chine pour le leadership mondial, sont en train d'essayer de recréer des fractures géopolitiques, un peu comme à l'époque de la guerre froide, surtout quand on voit les médias occidentaux et les propos, par exemple, contre la Russie. Il y a une volonté de revenir à ça, et même parfois contre la Chine, alors que l'intérêt des pays comme le Maroc, le Brésil ou l'Inde, que j'ai cité, ou encore les Émirats arabes unis, c'est d'aller, comme vous l'avez dit, vers un monde multipolaire, mais aussi vers un monde multi-aligné. C'est-à-dire qu'en fonction de nos intérêts économiques et des différentes stratégies des différents secteurs, se placer ici ou là. Et pour répondre à votre deuxième question, le Maroc a un rôle clé puisque c'est un pont entre l'Afrique et l'Europe, c'est un pays à la fois africain et à la fois arabe. Il a un rôle particulier, on a le projet de Sa Majesté de développer la façade atlantique et là, il y aura un rôle très important à jouer pour le Maroc avec notamment le Mercosur et le Brésil. Ça, c'est des questions qui sont très importantes, qui sont à développer et qui sont aussi à mettre en place pour la diplomatie marocaine et qui sont en fait le cœur de sa politique étrangère. Chercher toujours à être un point d'équilibre, un pont et chercher à influer avec ses propres, on va dire, ses propres armes qui sont l'histoire, le poids de l'histoire, le poids aussi de la capacité de négociation, la volonté de développer toujours des partenariats avec tout le monde, tout le temps, en tout temps et en tout lieu. Et ça, c'est l'une des forces de la diplomatie marocaine et on l'a vu lors de ce 19e sommet en Ouganda. Et les résultats sont là et surtout, peut-être aussi, Mohamed Badil Yatioui, je vous ferai réagir aussi, professeur Abou Dahab, le poids de cette déclaration finale. Nous arriverons aux différents points qu'elle a traités, mais le plus important et qui nous intéresse, qui intéresse aussi nos téléspectateurs qui nous regardent au Maroc et ailleurs, c'est cette position unanime sur la question de ce différend régional sur le Sahara. Alors, il a été
clairement stipulé dans cette déclaration finale, qui a été donc actée par tous les 28 chefs d'État et de gouvernement présents à ce 19e sommet à Kampala, que il y avait une solution qui était sérieuse, crédible et plutôt réaliste et acceptable par toutes les parties, c'est celle que propose le Maroc. Donc la symbolique peut-être de l'alignement de ce mouvement des non-alignés avec cette orientation marocaine, pour résoudre enfin ce différend artificiel, absolument. En fait, on revient à ce que je disais précédemment et on peut l'appliquer au cas de cette partie de la résolution concernant la marocanité du Sahara. En fait, on se rend compte qu'on a la crédibilité des arguments à la fois historiques et juridiques du Maroc, que le Maroc, depuis maintenant plus de 50 ans, clame au sein des Nations Unies et lors de différentes réunions internationales. Et de l'autre côté aussi, on a le réalisme et le pragmatisme qui font que les différents pays qui composent ce mouvement se disent, on a un conflit artificiel, on a l'un des protagonistes qui est directement affecté, puisqu'on cherche à l'amputer d'une partie de son territoire en soutenant des mouvements séparatistes, qui lui proposent quelque chose de crédible, de modéré, de réaliste, de pragmatique, et avec une vision géoéconomique. Et ces pays-là, en tout cas, je reviens là-dessus, pour les leaders des pays en question, qui ont une véritable vision pour leur pays, pour le développement de leur pays au XXIe siècle, il y a la nécessité de passer par la géoéconomie, par la diplomatie économique, par tous ces outils, par toutes ces manières de voir le monde qui vous permettent de créer finalement des partenariats économiques, de développer le commerce, de développer les investissements et de développer les différents parties, bien sûr, en les interconnectant et comme ce qu'essaye de faire le Maroc via la façade atlantique ou le désenclavement du Sahel, par exemple. Et on en revient, si vous êtes un pays comme le Brésil, que vous aspirez à être au-delà d'un leadership régional, un leader mondial, quelque part, vous avez besoin de partenaires crédibles. Donc, vous allez soutenir ces pays-là quand ils font une proposition qui est réaliste et pragmatique, puisque c'est aussi votre intérêt, quelque part, pour pouvoir développer ces partenariats économiques, essayer de reconfigurer et restabiliser ce que mes collègues ont très bien expliqué, avec ce qu'on voyait auparavant comme étant le tiers-monde, la définition d'Alfred Sauvy. Ensuite, on a parlé plutôt du Sud global. Et maintenant, on est sur cette logique de ceux qui font partie des BRICS, les non-alignés. Des fois, ça se recoupe, des fois, ça se recoupe pas. Mais on voit qu'on est face à quelque chose de très mouvant. L'Argentine devait rejoindre les BRICS. Il y a eu une élection. Javier Milei a été élu. Il a remis ça de côté. Donc, vous voyez, ça va très vite et c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut garder un certain pragmatisme et une certaine capacité d'adaptation pour prendre en compte particulièrement les intérêts économiques, puisque ces pays-là ont besoin de se développer et ils ont besoin d'investissement et de commerce et d'ouverture économique. Et laisser les intérêts justement économiques prévaloir sur des idéologies obsolètes en 2024, mais qu'on s'entête à s'accrocher à cette chimère idéologique qui souvent, et parfois, et on le voit, et c'est pas très loin, qui est souvent basée sur vraiment des théories du complot. Professeur Abou Dahab, bon, peut-être un mot sur cette participation marocaine. Je rappelle que donc le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, représentait Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce 19e sommet. La délégation marocaine comprenait aussi, et vous l'avez rappelé, donc le Maroc ne cesse de rappeler les faits historiques, et en la personne de notre ambassadeur permanent aux Nations Unies, c'est Omar Hilal. Il y avait aussi l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Dar es Salaam, le directeur général de l'Agence marocaine pour la coopération internationale, Mohamed Mitral, et nous avons parlé du rôle central de cette AMSI, de cette Agence marocaine de coopération internationale, notamment pour les étudiants étrangers, avec le cas de la centaine d'étudiants palestiniens qui ont reçu cette bonne nouvelle de bourses qui ont été octroyées et dans l'immédiat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'était en fin de semaine dernière, nous l'avons discuté. Donc, on le voit, donc cette délégation, on a la représentativité de l'ONU, on a la coopération internationale, on a une diplomatie aussi, et c'est cette symbolique d'une diplomatie à multiples pôles, finalement. Ouais. Puisqu'on parle de multipolaire, d'un monde multipolaire. Mais voilà, c'est une diplomatie qui ne se limite pas qu'à la diplomatie classique des années passées. Tout à fait.
Vous l'avez si bien résumé. Rappelons d'abord que les principes fondateurs du mouvement des non-alignés depuis 61 jusqu'à aujourd'hui n'ont pratiquement pas changé. Hein. C'est-à-dire la constance, elle est là. Et je retiens quelques-uns, par exemple la non-ingérence dans les affaires intérieures, qui par ailleurs est un principe onusien, confiné dans la charte de l'ONU. Je citerai également le principe d'égalité souveraine, le principe de non-agression, le principe du respect des souverainetés, le bon voisinage. Et je dirais charité bien ordonnée. On a l'impression qu'on a un voisin, il coche vraiment pas toutes les cases. Hein. Pour le coup, la majorité des cases que vous venez de citer. Et c'est ça. Et ce sont des principes qui se font écho dans le cadre de ce que nous appelons droit des organisations internationales. Le renforcement mutuel, si on va vers la charte de la Ligue arabe, c'est aussi la même chose. Or, la question, c'est que parfois, vous avez des acteurs qui ne perçoivent pas les choses de façon, je dirais, très correcte, dans le sens où ils conditionnent toujours la réalisation des objectifs. Très correct dans le sens véridique, pas très correct dans le sens de la pondération, et de l'esprit même, de la norme, parce que le bon voisinage, c'est le non-agression. Et d'ailleurs, je crois que les rédacteurs de la déclaration finale, qui est en cours d'achèvement d'ailleurs, hein, celle de Kampala, parce qu'il faut attendre du temps jusqu'à ce que le texte final puisse être bien élaboré, ça prend parfois des jours et des jours. Je voudrais remonter à la déclaration de Bakou, qui était en Azerbaïdjan, le dernier sommet, c'est en 2019. Il y a toute une partie qui a été réservée au conflit artificiel sur le Sahara marocain. Et dans cette déclaration, déjà, les rédacteurs avaient souligné la nécessité de s'aligner, de s'adosser sur la conception du Conseil de sécurité de l'ONU de façon générale, puisque donc c'est un règlement pacifique des différends à encourager. Il reste donc confiné dans le cadre du chapitre 6, et que donc sa résolution est de nature à encourager l'intégration sud-sud, etc., apaiser la tension. Et je vois aussi que parmi les objectifs, d'ailleurs, je dirais le thème majeur de l'édition, vous l'avez dit d'entrée de jeu, Madame Khadija, c'est renforcer la coopération pour un partage équitable de la richesse. En anglais, c'est Deepening Cooperation for Shared Global Affluence. That is right. Donc, comment on peut encourager, par exemple, au niveau de notre continent, je reviens à notre continent, cher continent africain. Ah oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'Union africaine. Voilà, l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. Comment on peut encourager la création, ça a été dit par Liatiwi, la façade atlantique. Comment aider les pays enclavés à accéder à l'Atlantique? Comment on peut encourager la coopération en matière de sécurité alimentaire, coopération sanitaire, vaccinale, etc. Si on continue à s'enfermer dans une logique idéologique qui a fait son temps et qui n'a pas résisté à l'épreuve des faits, et qu'aujourd'hui, les citoyens africains, en général, les hommes, les femmes et les hommes, aspirent plus d'employabilité, d'intégration, de droits de l'homme effectifs, etc. Et par ailleurs, comment lutter contre une immigration irrégulière? Et on perd, parce que nous vivons malheureusement parfois des hémorragies en termes de fuite de cerveau, de compétences, etc. Si on n'œuvre pas pour la stabilisation des Africains chez eux, et ça rejoint le paradigme marocain, c'est Afrique pour les Africains, empowerment. Je copierai un peu cette expression du domaine du droit des femmes et je l'appliquerai pour dire comme Amartya Sen, les capacités, comment rendre les droits effectifs. Et donc, le forum de ce genre aujourd'hui, je crois, il s'est un peu imbibé de la pensée du moment, comme disait mon ami Ali, basculement du monde. Aujourd'hui, on est plus dans les finalités, purposes, comme on dit en anglais. Donc, l'essentiel aujourd'hui, je le crois, c'est d'aller vers un paradigme de développement où la sécurité humaine s'inscrirait au cœur de tous les dispositifs. C'est vrai qu'il y a des pesanteurs, malheureusement, des pays qui s'enferment encore dans des credos qui ne font plus leur temps. Mais aujourd'hui, on est plus dans la responsabilisation des acteurs. Et le Maroc l'a compris, il doit occuper le terrain, être là, toujours, pour défendre mordicus ses positions et pousser mollo, comme on dit, les choses en avant, non seulement pour résoudre le conflit artificiel du Sahara, il y a sa place au niveau de l'ONU et ailleurs, mais pour réaliser les objectifs pour lesquels les participants, les 120 États, se sont réunis en Ouganda le 19, je pense, les 19 et 20 janvier. Oui, vous avez parlé de responsabilisation des acteurs. Il y a aussi cette visite qui a eu lieu aujourd'hui, visite du chef de la diplomatie mauritanienne. Oui. Et qui est d'ailleurs ce rappel de notre chef de la diplomatie, du rôle important que
est appelé à jouer, notre voisin mauritanien, dans ce projet de l'Atlantique et dans le projet de désenclavement des États du Sahel vers cet océan Atlantique, vers, en fait, en gros, leur ouverture sur le monde, si je peux me permettre cette analogie. Si, Ali El-Harichi. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cette question de Algérie, qui tente ce coup de force contre le Mali, encore une fois, mais qui dément juste après. Maintenant, il y a des déclarations parfois de certains responsables algériens qui ne paraissent pas contradictoires, mais qui sont contradictoires. Maintenant, il y a eu cette déclaration. Les Algériens ont essayé de s'accrocher à l'accord d'Alger de 2015. Et puis les Maliens, vraiment, ils ont tapé sur la table, ils ont dit « ce n'est pas normal ». Là, on parle de souveraineté, on parle de non-ingérence, on parle du Mali, de l'État du Mali qui fait ses choix et qui voit toutes les perspectives et tout ce qui est arrivé depuis 2011 ou 2012, si vous voulez, depuis le début de la crise, de la déclaration même d'indépendance, si vous vous rappelez, le 6 avril 2012 de l'Azawad, et puis les terroristes, l'intervention de la France, l'intervention de l'Algérie. Et ils veulent maintenant, il y a de nouveaux acteurs, il y a de nouvelles perspectives, et ils veulent sortir, c'est-à-dire ils veulent sortir de cet accord d'Alger selon ce qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'avec l'accord d'Alger, l'Algérie, elle a les mains, elle contrôle, elle veut toujours contrôler. Parce que quand on parle du Mali, on ne parle pas seulement du Mali, on parle du Niger, du Burkina Faso, enfin de la région du Sahel, qu'elle a essayé de contrôler, puisqu'ils ont une grande frontière avec ces pays. Et il y a beaucoup d'intérêts de l'Algérie, et puis aussi d'autres pays comme peut-être la France, et avec tout ce qui arrive entre ces pays-là du Sahel et leur position avec la France. Maintenant, les Maliens, aujourd'hui, ils ont été clairs. Et eux, ils ont démenti. Mais comment peut-on démentir quelque chose qu'ils ont déjà dit ? Et c'est là où se pose la question. Oui, mais c'est-à-dire que c'est un démenti quand même officiel. C'est un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Il y a eu une déclaration du ministre des Affaires étrangères. Sincèrement, on ne veut pas parler de l'Algérie aujourd'hui. Un appel sur Al Jazeera par rapport au Maroc. Et puis, on a vu une autre position, juste une semaine après, on a parlé de tous parce qu'on est dans un contexte géopolitique et géostratégique mondial, avec ce qui se passe à Bab el-Mandeb entre les Houthis, les Iraniens et le commerce international qui passe maintenant qui fait le tour de l'Afrique et arrive par la Méditerranée, par Gibraltar. On a vu une déclaration le 10 janvier, enfin une déclaration, pas une déclaration, mais carrément tout ce qui passe par le Maroc ne peut pas venir en Algérie, c'est-à-dire tous les transbordements. Et ça, c'est deux choses contradictoires. Une déclaration du ministre des Affaires étrangères qui était en train d'appeler, qui essayait de tâter le terrain pour trouver une réponse. Donc, des fois, on ne sait pas que veut l'Algérie. Maintenant, les Maliens, ils sont clairs. Parce que quand on parle du Mali, on parle de la région du Sahel. Quand on parle de la région du Sahel, vous venez de le citer, Si Zakaria, et vous aussi, Madame Khadija, et notre collègue, sur ce Maroc, ou sur cette Afrique atlantique, ou sur ce transatlantisme, au panatlantisme, on peut l'appeler le panatlantisme. Voilà, nous sommes en train d'élaborer quelque chose d'extraordinaire, mais il faut avoir une voix. Ces pays-là sont enclavés, et ces pays-là sont enclavés de par la géographie et de par les crises socio-économiques, de par beaucoup de choses, les crises ethniques, identitaires, sécuritaires, tout ce que vous voulez. Et il y a des solutions. Pour mettre, comme disait mon ami Zakaria, la paix et la sécurité, il faut qu'il y ait un essor, une croissance économique. Et voilà je dirais, un souffle, une buée, quelque chose d'extraordinaire, une ouverture sur le monde. Mais les plans de l'Algérie, c'est-à-dire, c'est contre tout ce que l'Algérie a construit pendant ces 50 dernières années, avoir la main mise sur une région, alors que ces pays-là sont indépendants, ces pays-là sont souverains, ils prennent, c'est-à-dire leur prise de décision
selon leurs intérêts et selon leurs amitiés aussi. Et selon aussi, quand on parle d'intérêt, aujourd'hui, voilà une proposition, pas une proposition, il y a eu déjà une réunion au mois de décembre dernier à Marrakech avec les ministres des Affaires étrangères de 4 États, avec le Maroc, ici à Marrakech. Parce qu'on n'est pas seulement en train de faire des déclarations, mais on est en train de passer à l'action. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et quand on parle de désenclavement de ces pays-là, eh ben le Mali, qui est quand même le pays qui est au centre, eh ben ça dérange les intérêts de l'Algérie, parce qu'il n'aura plus la main mise sur la prise de décision si l'accord d'Alger n'est plus là. Donc, lui, d'autant plus qu'il y a aussi quelqu'un qui perd aussi ses intérêts, c'est la France. Enfin, qui a déjà perdu ses intérêts. Oui, tout à l'heure, parce que je mets ça là. Aucune la France, dans le sens où, oui, bien sûr, il avait des intérêts au Niger, il avait des intérêts au niveau de ces pays-là, c'est des ex-colonies de la France. Mais alors, on peut se poser la question, quel était le rôle de l'Algérie à un certain moment par rapport à ces pays-là? Est-ce que c'était un rôle militaire? Avec cette longue frontière qu'ils ont avec le Niger et le Mali, est-ce que ils remplissaient un rôle militaire? Est-ce qu'ils remplissaient un rôle de contrôle de ces régions-là? Parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé des conflits identitaires. Parce qu'il y a quelque chose, malheureusement parfois, qui hypothèque certains pays africains, c'est l'identité ou l'ethnicité, qui fait... L'ethnicité, presque, c'est la valeur nation. Et parfois, ça cause des problèmes au niveau de certaines frontières qui ont été tracées après les indépendances. Donc, aujourd'hui, le Mali, c'est un pays souverain, un État souverain depuis 1960. Il prend ses décisions et sa souveraineté ne peut pas être touchée par un pays voisin. Malheureusement, on voit, c'est l'intervention parfois de l'Algérie, c'est dans le sens où on parle de séparatistes, de soutenir, d'essayer d'avoir une mainmise sur la problématique qui est en train de prendre en otage cette région. Et quand il y a une solution d'un autre côté qui prend en considération je dirais les problèmes ethniques, parce que quand on a un essor économique et une résolution des problèmes socio-économiques, les problèmes ethniques tombent, les problèmes identitaires disparaissent et on pense à l'avenir en commun. Et là, l'Algérie, il ne veut pas ça. Et je pense qu'il est en train de s'enfermer aujourd'hui, de par, tout à l'heure, on a cité les 120 pays ou la résolution qui va sortir, ou la déclaration plutôt de ce forum par rapport au Sahara marocain. Maintenant, la position du Mali, et je suis désolé, ils sont en pleine contradiction, et c'est dommage parce qu'on est en train de perdre tous sur un point de croissance, sauf avec une union, déjà l'humain, parce qu'on parle, si on perd 2 points par année, je pense, par pays. Et là, ils essaient d'entraver quelque chose qui est en train de se faire et qui va se faire. Vous avez bien parlé de représenter la diplomatie mauritanienne, parce que c'est une ouverture vers le monde et tout le monde est gagnant-gagnant. On est dans le win-win, sans oublier bien sûr le gazoduc Nigeria et Maroc qui leur fait très très mal. Parce que ça fait très très mal, parce que normalement le projet ça devait passer par le Niger, le Transsaharien, et traverser. Maintenant c'est 13 États, plus les pays enclavés, plus le Maroc qui est, comme a dit notre collègue, un pont entre l'Europe, l'Afrique, mais aussi avec l'Atlantique. Tout cela dérange les voisins, comme je dirais, même pour le foot, ça les dérange. On voit les commentaires dernièrement. C'est-à-dire, ils utilisent tous les supports pour attaquer le Maroc, toutes les politiques du Maroc, mais le Maroc sort toujours gagnant parce qu'il croit à travail avec la coopération avec les États voisins et gagner ensemble avec les États voisins. Alors, un dernier tour de table sur ce mouvement des pays non alignés. Pour certains, notamment occidentaux, eh bien, il y a comme un retour de ce mouvement des non alignés sur le devant de la scène. Une scène internationale, géopolitique, sécuritaire, à haut risque, il faut le dire. Mais aussi, quand on ne peut pas parler de la scène internationale sans parler de volet technologique ou encore climatique. Bref, ça a été discuté pendant le Forum économique mondial de Davos.
Aujourd'hui, il y a des sujets aussi qui sont ressortis, notamment le sujet du moment Cerza, bien sûr. Quel est aujourd'hui le poids, et je me posais la question à Mohamed Badine Yatioui, comment rendre ce mouvement des non-alignés un peu plus visible dans les organisations internationales et avoir aussi un poids, vu la taille déjà en nombre de pays, mais aussi en poids de ces pays sur la scène diplomatique, mais aussi économique. Comment rendre cela un peu plus actif? Voilà. Je pense qu'il y a un problème en fait de fond et un problème structurel qui est quasiment insolvable, c'est le problème des différences de vision. Si vous prenez un des grands pays non alignés, un des grands fondateurs du mouvement et qui pèse de plus en plus sur la scène économique internationale, c'est l'Inde. Mais sur la question palestinienne, c'est un pays qui est pro-Israël et de manière assumée et qui va avoir une position, par exemple, très différente d'autres pays de cette région-là, vous voyez, de l'Asie du Sud et même si on ajoute l'Asie du Sud-Est. Donc, on a un manque, si vous voulez, de vision commune et c'est le problème aussi des BRICS. C'est pas le problème que des non-alignés où on a 120 pays. Quand vous prenez les BRICS, ils sont beaucoup moins. Ils sont moins de 10 et ils n'arrivent pas à s'entendre sur certaines questions géopolitiques fondamentales. Donc, pour pouvoir passer au-delà et pour pouvoir peser, il n'y a que le géoéconomique finalement. Et c'est là qu'il y a, si vous voulez, quelque part une difficulté à passer à l'étape supplémentaire, puisqu'on ne peut pas avoir d'intégration. En général, il n'y a pas de continuité territoriale, il n'y a pas de vision commune, il n'y a pas de projet commun au-delà de la géoéconomie. Mais c'est une manière aussi de dire, on a compris que le monde est en train d'évoluer, qu'il y avait toujours des fractures géopolitiques, ça on ne pourra jamais empêcher des États de se combattre pour des raisons territoriales, Russie-Ukraine, Israël-Palestine, etc. Et ça, c'est des conflits qui sont lourds, civilisationnels, profonds, on va dire. Et à côté de ça, vous avez des pays qui comprennent qu'il y a une globalisation qui se fait en parallèle, quelque part, voilà, qui est un processus assez fort, structuré et qui existe maintenant depuis plusieurs décennies. Et il y a une volonté de continuer à avancer malgré ces problèmes géopolitiques. Et on a toujours les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, qui vont essayer de les attirer toujours vers ces conflits géopolitiques. Si on ajoute à cela le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit particulier, puisque là, il touche un certain nombre de pays de la région directement ou indirectement, et auparavant on parlait de conflit israélo-arabe, là on est sur une logique qui est un peu différente. Mais vous voyez bien aussi que de nombreux pays du Golfe, par exemple, disent nous on acceptera de financer les 15 milliards pour reconstruire Gaza à condition qu'il y ait un État palestinien. Et ça doit être un préalable pour eux. Et la problématique va être s'il y a un État palestinien, il faudrait déjà que le gouvernement israélien l'accepte, et de l'autre côté, dans quelles conditions et avec qui? Est-ce que mais qu'il y aura déjà un gouvernement palestinien aussi. Bon. Exactement. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale avec le président actuel, avec d'autres acteurs? Donc tout ça est très complexe, vous voyez. Et il n'y a qu'avec la géoéconomie et la volonté, si vous voulez, de casser les frontières et avoir des mouvements économiques, on va dire, assez fluides, qu'on essaye de passer, on va dire, pas au-delà, parce que les conflits géopolitiques restent, mais d'avoir une voie alternative pour se développer. Exact. Professeur Zakaria Boudahab, un dernier mot avant de clore. Il faut rappeler quand même qu'à la suite du sommet de Kampala, il y a eu un autre, c'est le G77 plus la Chine, il est important. Vous faites bien de le rappeler, oui. Effectivement, et là c'est une autre occasion pour le Maroc aussi de marquer des points sur le plan diplomatique, puisque il faut utiliser tous les moyens et marketer le modèle et en même temps gagner en termes de visibilité. Là, c'est purement économique. Hein. C'est purement économique, voilà. C'est cela. Déjà, et je le précise. On ne sait jamais, parce que pour d'autres, rien n'est économique, rien n'est pour des intérêts, c'est que des intérêts Nous prenons un peu la théorie dite totale et le paradigme de l'interdépendance et de l'interférence. L'économique inclut le politique. Vous savez, il y a un slogan qu'on utilise en géoéconomie. On dit « flags follow the trade ». Oui. C'est-à-dire finalement que le politique peut suivre l'économie. Ouais. Allons pour réaliser des projets ensemble. D'ailleurs, c'est l'approche découplée du Maroc, parce qu'à un moment donné, on a plaidé pour un nouvel ordre économique international. C'est toute la CNUSED, d'ailleurs, qui a été créée en 1964. Et le Maroc a été aussi mon fondateur. À l'époque, il y avait beaucoup de pays leaders, y compris l'Inde, mais aussi l'Argentine. Le Mexique, il ne faut pas l'oublier. Mais l'essentiel aujourd'hui, je crois, que le Maroc a intérêt à marquer le point sur
dans ce genre de forum, ce sont des leviers. À mon sens, ça lui donne plus de visibilité et ça nous permet, encore une fois, de défendre par tous les moyens nos intérêts stratégiques, bien compris. Merci beaucoup, professeur Abou Dahab. C'est toujours un plaisir. Et c'est toujours de l'apprentissage. C'est important d'apprendre, c'est important de s'arrêter, comme avec vous, Ali El-Harichi. Je vous en remercie sur l'histoire. Parce qu'on ne le rappellera jamais assez, l'importance de l'histoire. Merci beaucoup à vous également. Et bien naturellement, Mohamed Badjiliati, à vous également et pour l'ensemble de vos éclairages éclairés et éclairants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée à tous.